En 1957, un jeune homme de 19 ans sans argent est entré dans une boutique de trophées en Californie et a payé pour faire fabriquer des patchs pour un club de motards qu'il lançait à partir de zéro. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'en seulement quelques années, l'organisation qu'il avait bâtie à partir de ces patchs survivrait à 2 condamnations fédérales, 13 années de prison et 5 décennies de pression du FBI et de l'ATF, tout en continuant à s'étendre. Ce garçon s'appelait Ralph Sonny Barger et le club qu'il avait créé était les Hells Angels. Au moment de sa mort, en 2022, les Hells Angels comptaient 6000 membres répartis dans 592 chapitres à travers 66 pays. Voici l'histoire de Sonny Barger et comment il a transformé les Hells Angels en empire. Le garçon dont personne ne voulait, Ralph Hubert Barger Jr., est né le 8 octobre 1938 à Modesto, California. Sa mère est partie quand il avait 4 mois. Son père, Ralph Sr., était journalier sur les docks d'Oakland. Il passait ses soirées dans les bars du front de mer et laissait l'éducation de son fils à une grand-mère pentecôtiste stricte. Entre eux deux, ils ont élevé un garçon qui a très tôt compris que le monde fonctionnait selon 2 principes, la force et la loyauté. Il avait vu ce qui arrivait aux gens qui n'avaient ni l'une ni l'autre. À l'école, il a été suspendu plusieurs fois pour avoir agressé des enseignants, puis il a abandonné en classe de seconde. À 16 ans, il a falsifié son certificat de naissance et s'est engagé dans l'US Army. Il a servi 14 mois avant que la falsification ne soit découverte, puis il a été libéré honorablement. Il est rentré chez lui à Oakland sans rien, à part la connaissance de ce que l'on ressent quand on appartient enfin à quelque chose. Ce sentiment allait guider chacune de ses décisions pendant les 66 années suivantes. Après son renvoi, il a erré. Il a vécu avec son père dans une chambre d'hôtel. Il a travaillé comme magasinier. En 1956, il a rejoint son premier club de motards et n'y a rien ressenti. Aucune fraternité. Cette absence n'était pas un détail. C'était tout le problème. Le club s'est dissous. Barger a commencé à rouler avec un groupe de motards plus informel, qui comprenait un homme nommé Don Boots Reeves, lequel portait un patch d'un chapitre Hells Angels disparu de North Sacramento. Ce patch a été la première fois que Barger a découvert ce nom. Le 1er avril 1957, lui et un petit groupe ont utilisé ce nom pour lancer leur propre chapitre à Oakland. Ils avaient 19 ans. Ils ont fait fabriquer des répliques de patch dans une boutique de trophées à Hayward, sans savoir que d'autres chapitres Hells Angels existaient déjà à travers la Californie. Ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils mettèrent les pieds. Le club qui n'existait pas encore. Les Hells Angels que Barger a fondés à Oakland en 1957 n'étaient pas encore l'organisation qu'ils allaient devenir. C'était un petit groupe de jeunes hommes qui partageaient un patch copié dans une boutique de trophées et un clubhouse à East Oakland, qui servait aussi de point de rassemblement pour quiconque acceptait de venir un vendredi soir. Les membres fondateurs ont été décrits par George Wethern, qui est devenu vice-président du chapitre en 1960, comme étant essentiellement des ouvriers honnêtes ou des travailleurs non qualifiés à la recherche de sensations fortes. Barger lui-même appelait son chapitre une bande sauvage. Mais voici ce qui distinguait Barger de tous les autres hommes dans cette pièce dès le début. Il pensait déjà au-delà de cette pièce. Après une rencontre fortuite avec un membre d'un chapitre Hells Angels déjà existant dans le Southern California, Barger a appris que le club avait une histoire, des règles, des règlements et des procédures dont le chapitre d'Oakland ne savait rien. Il est allé dans le Southern California. Il a rencontré les autres chapitres. Il a étudié leur fonctionnement et ce qu'ils faisaient de mal. Puis il est revenu à Oakland avec une vision claire de ce que les Hells Angels pouvaient devenir si quelqu'un les dirigeait correctement. En 1958, Otto Friedli, le président du chapitre fondateur de San Bernardino, a été emprisonné. Barger avait 20 ans. Il a été proclamé président national de fait. Son premier acte a été de déplacer le chapitre mère, le siège national,
de San Bernardino à Oakland. Le Southern California s'effondrait sous la pression policière. Les chapitres rétrécissaient. Le chapitre fondateur de Berdoo, qui avait délivré toutes les nouvelles chartes pendant près de 15 ans, perdait des membres plus vite qu'il ne pouvait les remplacer. Barger a regardé cet effondrement et y a vu une opportunité. Il a commencé à voyager, chapitre après chapitre à travers la Californie. Il rencontrait les présidents. Il construisait des relations. Il imposait une structure que le club n'avait jamais eue. Des limites géographiques pour que les chapitres ne se marchent pas dessus. Des réunions obligatoires appelées church. Une chaîne de commandement. Un code de conduite. Des règles que les membres devaient suivre, non pas parce qu'ils y étaient forcés, mais parce que Barger leur faisait comprendre que respecter les règles était ce qui permettait à tout l'ensemble de rester en vie. Hunter S. Thompson a passé une année avec les Angels en 1965 et 1966, et il a écrit le portrait contemporain le plus détaillé de Barger qui existe. Dans n'importe quel rassemblement de Hells Angels, écrivait Thompson, il ne fait aucun doute sur qui dirige le spectacle. Ralph Sonny Barger, le Maximum Leader, un magasinier d'East Oakland, mesurant 6 pieds et pesant 170 livres. La tête la plus froide du groupe. Un homme dur et vif d'esprit quand l'action commence. Tour à tour fanatique, philosophe, bagarreur, négociateur rusé et arbitre final. La parole de Barger n'est jamais remise en question, même si beaucoup d'autres pourraient mal le battre en 2 minutes si cela en venait aux mains. Mais cela n'arrive jamais. Il élève rarement la voix, sauf dans une bagarre avec des étrangers. Ce dernier détail est le plus important. Barger commandait l'organisation la plus violente d'Amérique sans être son membre le plus violent. Il n'en avait pas besoin. Quand Thompson lui a demandé directement ce qui faisait de lui le leader, il a donné une réponse qui n'avait rien à voir avec le combat. « J'aime traiter les gens comme je veux être traité. J'aime dire la vérité. J'aime être à l'heure, et j'attends que tous les autres le soient aussi. » En 1965, Oakland était en train de devenir la capitale du monde des Hells Angels. La pression policière grandissante dans le Southern California poussait les Angels vers le nord. Le chapitre de Barger grossissait et absorbait tout le monde. L'organisation qui avait commencé avec une poignée d'hommes et un patch copié était en train de devenir quelque chose qu'aucune ville seule ne pouvait contenir. Et Barger pensait déjà à ce qui viendrait ensuite. Prendre les rênes. Au milieu des années 1960, les Hells Angels avaient un problème que leur succès avait créé. Le nom se répandait plus vite que Barger ne pouvait le contrôler. Des clubs venant d'aussi loin que Indiana, Pennsylvania, New York, Michigan et même Québec demandèrent des chartes Hells Angels. Quand les chartes n'arrivaient pas, certains clubs créaient simplement leurs propres insignes et commencèrent quand même à s'appeler Hells Angels. Un club appelé les Detroit Renegades a fait exactement cela. Ils ont fini par être arrêtés lorsqu'une descente de police dans leur clubhouse en vitrine a permis de saisir 18 pistolets. La réponse de Barger à la pression de l'expansion était d'une précision typique. Il ne laisserait pas n'importe qui porter le patch. Le seul espoir des Angels pour contrôler leur image, il le comprenait, était une expansion sélective. Accorder une charte uniquement aux clubs les plus grands et les plus durs qui en faisaient la demande. Mais seulement à condition qu'ils terrorisent toute autre personne dans leur région qui essaierait d'utiliser le nom. Le patch n'était pas un symbole à distribuer. C'était un produit, et les produits devaient être protégés. En 1966, Barger a officialisé ce qu'il construisait. Il a incorporé les Hells Angels sous le nom de Hells Angels Motorcycle Corporation aux États-Unis et au Canada. Le logo à tête de mort a été déposé comme marque. Le nom a été légalement protégé. L'organisation qui avait commencé avec des répliques de patch venant d'une boutique de trophées à Hayward avait désormais des avocats, une immatriculation d'entreprise et la capacité juridique de protéger sa propriété intellectuelle devant les tribunaux. Barger avait construit une franchise avant même que le mot n'existe dans le monde criminel. Les règles qu'il a imposées pendant cette période ont défini l'identité du club pour les 6 décennies suivantes. La règle réservée aux hommes est arrivée en 1964.
Sa justification était pratique plutôt qu'idéologique. Les membres féminins, soutenait-il, étaient moins capables de se défendre contre des motards rivaux qui pourraient essayer de leur voler leur patch. La règle Harley-Davidson uniquement a suivi. Le système du rocker inférieur, qui identifiait le territoire contrôlé par chaque chapitre, a été établi et appliqué. Chaque chapitre payait des cotisations obligatoires. Chaque membre comprenait ce que le patch exigeait de lui et ce que le club exigeait en retour. Mais construire la marque signifiait aussi gérer la presse. Et Barger comprenait la presse d'une manière que la plupart des dirigeants d'organisations criminelles n'ont jamais comprise. Thompson a documenté 42 journalistes lors d'une seule conférence de presse de Barger, avec 13 microphones massés devant lui pendant qu'il parlait, 5 caméras de télévision. Barger comprenait que les médias n'étaient pas un ennemi à éviter. C'était un outil à gérer. Chaque histoire sur les Hells Angels publiée dans un média national rendait le patch plus précieux, rendait l'adhésion plus désirable, rendait l'organisation plus difficile à démanteler parce qu'elle était devenue quelque chose de plus grand que n'importe quel chapitre ou n'importe quelle entreprise criminelle isolée. Les présidents de chapitre n'ont pas de mandat fixe, écrivait Thompson. Un président fort comme Barger restera incontesté jusqu'à ce qu'il aille en prison, se fasse tuer ou trouve ses propres raisons de raccrocher les couleurs. Les dissidents dans les rangs sont gérés discrètement lors des réunions régulières du vendredi soir, où ils disparaissent simplement du tableau. Ce que Barger avait construit au milieu des années 1960 n'était pas seulement un club de motards, c'était une institution, avec une structure d'entreprise, une marque déposée, un système de franchise nationale et une stratégie médiatique. Le garçon d'Oakland, qui n'avait ressenti aucune fraternité dans son premier club de motards, avait construit l'organisation criminelle la plus reconnaissable au monde. Et il l'avait fait avant son 30e anniversaire. La collision avec la contre-culture. En 1965, l'Amérique se déchirait à cause du Vietnam. Le mouvement anti-guerre se dirigeait vers des confrontations qui allaient définir la décennie. Et au milieu de tout cela, les Hells Angels occupaient une position que personne n'avait anticipée et que personne ne savait vraiment comment gérer. Ils n'étaient pas des hippies, ils n'étaient pas politiques. Ils étaient farouchement anticommunistes et instinctivement patriotes, à la manière des hommes de la classe ouvrière qui avaient grandi dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Thompson décrivait leurs opinions politiques comme le même genre de patriotisme rétrograde qui motivait la John Birch Society. Ils étaient aveugles à l'ironie de leur rôle, des chevaliers errants d'une foi dont ils avaient déjà été excommuniés. En octobre 1965, 6 Hells Angels ont attaqué des manifestants contre la guerre du Vietnam à Berkeley. Un sergent de police a eu la jambe cassée. Les Angels considéraient les manifestants comme antipatriotiques. Barger était assis dans son salon, écoutait les arguments du Vietnam Day Committee et les balayait tous d'un revers de main. Il les considérait tous comme des lâches. Et c'était tout. Mais ensuite, Barger a fait quelque chose qui capturait parfaitement la nature contradictoire de ce qu'il était devenu. Il a envoyé un télégramme au président Lyndon Johnson à la Maison-Blanche. En son nom et au nom de ses associés, il proposait un groupe d'Américains loyaux pour des missions derrière les lignes au Vietnam. Il a écrit qu'un groupe d'élite de gorillas entraînés démoraliserait le Viet Cong et ferait avancer la cause de la liberté. Il l'a signé Ralph Barger Jr. Oakland, California, President of Hells Angels. Johnson n'a jamais répondu personnellement. Barger a lu le télégramme à voix haute lors d'une conférence de presse devant 42 journalistes et 13 microphones. Les Angels ne sont pas allés au Vietnam, mais le télégramme, lui, a circulé partout. La contre-culture n'a pas abandonné les Angels facilement. Allen Ginsberg, Ken Kesey, Neil Cassidy et les Merry Pranksters de Kesey sont venus chez Barger à Oakland, le mercredi précédant la marche de protestation de novembre 1965. Beaucoup de LSD a été pris. La discussion politique a été résolue par les voix phonographiques de Joan Baez et Bob Dylan. Tout le groupe a récité ensemble le sermon bouddhiste Highest Perfect Wisdom Sermon.
Les Angels n'avaient jamais rencontré quelqu'un comme Ginsberg. Ils le considéraient comme venu d'un autre monde. Terry the Tramp a décrit la rencontre ensuite. « Ce foutu Ginsberg va tous nous foutre en l'air. Pour un gars qui n'est pas du tout straight, c'est à peu près le fils de pute le plus straight que j'ai jamais vu. T'aurais dû être là quand il a dit à Sonny qu'il l'aimait. » Sonny ne savait absolument pas quoi répondre. Malgré tout ce que Ginsberg avait dit, Barger a dit à Thompson, une semaine avant la marche de novembre, qu'il allait l'affronter avec le plus gros groupe de motos hors la loi que quiconque ait jamais vu en Californie. Mais les Angels ont ensuite convoqué une conférence de presse la veille et annoncé qu'ils n'attaqueraient pas les marcheurs. Leur déclaration renéotypée disait que toute confrontation physique ne ferait que susciter de la sympathie pour cette foule de traîtres. Et puis Hunter S. Thompson est arrivé. Thompson a passé une année avec les Angels en 1965 et 1966, intégré à l'intérieur de l'organisation d'une manière qu'aucun journaliste n'avait réussi à faire auparavant. Son livre Hells Angels, publié en 1967, a rendu Barger célèbre dans le monde entier. Il a présenté le Maximum Leader à un public mondial et a transformé le chapitre d'Oakland en quelque chose qui dépassait sa réalité criminelle pour devenir un phénomène culturel. Thompson a fini par payer le prix de son accès. Les Angels l'ont passé à tabac vers la fin de son année avec eux, et sa relation de longue date avec le club s'est terminée dans cette confrontation. Mais à ce moment-là, le livre était déjà écrit, et Barger comprenait mieux que Thompson ce que valait ce livre. La contre-culture voulait revendiquer les Angels comme des esprits frères, des rebelles contre le système, des compagnons de route sur le chemin qui s'éloignait de l'Amérique dominante. Barger les a laissés penser ce qu'ils voulaient. Il a pris du LSD avec Ginsberg et Casey. Il a lu le télégramme à Johnson à la télévision nationale. Il a donné à Thompson son année. Et quand le livre est sorti et l'a rendu célèbre, il a compris que la célébrité était une protection, qu'une organisation dont tout le monde avait entendu parler était plus difficile à démanteler qu'une organisation opérant dans l'ombre. Il avait commencé à construire la marque en 1966, lorsqu'il avait incorporé le club. La collision avec la contre-culture de 1965 et 1966 avait donné à cette marque quelque chose qu'aucune stratégie d'entreprise ne pouvait acheter, une mythologie. Le Summer of Love est la naissance de l'empire criminel. En 1967, San Francisco était le centre du monde. Le Summer of Love avait attiré des centaines de milliers de jeunes dans la Bay Area. Ils venaient pour la musique, les drogues et la promesse d'une nouvelle manière de vivre. Les Hells Angels étaient déjà là, et ils observaient ce qui se passait avec l'instinct commercial froid d'hommes qui comprenaient que là où il y avait de la demande, il y avait de l'argent. Les Angels ont commencé à vendre du PCP cet été-là. La drogue est devenue connue à San Francisco sous le nom de Dust of the Angels. Barger a plus tard admis qu'au-delà du PCP, son chapitre faisait circuler la majeure partie du LSD dans la région de San Francisco pendant cette période. Selon l'agent du FBI Tim McKinley, qui a passé des années à enquêter sur des affaires liées aux Hells Angels, c'est en 1967 que les Hells Angels sont devenus une grande organisation criminelle à part entière. Avant cette année-là, ils avaient été des sous-traitants. D'autres organisations criminelles les utilisaient pour distribuer de la cocaïne et de la marijuana. Ils prenaient une part et faisaient ce qu'on leur disait. Mais en 1967, cela a changé. Les Angels ne travaillaient plus pour quelqu'un d'autre. Ils dirigeaient leur propre opération. Et l'argent provenant du contrôle des marchés du PCP et du LSD à San Francisco a rendu le club riche pour la première fois de son histoire. La richesse a tout changé. Elle a changé la raison d'être du club. Elle a changé ce que signifiait l'adhésion. Et elle a changé ce que Barger construisait. L'organisation qui avait commencé comme une fraternité pour des hommes qui ne trouvaient de fraternité nulle part ailleurs, était désormais une entreprise criminelle avec des revenus, un territoire et la nécessité de défendre les deux. Mais voici ce qui rendait les Hells Angels différents de toutes les autres organisations criminelles que le FBI surveillait en 1967. Ils ne cachaient
pas ce qu'ils étaient. Ils roulaient en formation sur les routes publiques, en portant leurs couleurs. Ils organisaient des conférences de presse. Ils avaient un logo déposé et une immatriculation d'entreprise. Ils étaient l'organisation criminelle la plus visible d'Amérique. Et cette visibilité était voulue. Barger avait compris dès le début qu'une organisation que personne ne pouvait ignorer possédait une forme de pouvoir différente de celle qui opérait dans l'ombre. Le coup personnel de l'empire de la drogue est retombé sur Barger lui-même, aussi directement que sur n'importe qui. Dans son autobiographie, il a écrit qu'il sniffait tellement de coke qu'il ne savait pas ce qu'il faisait d'un moment à l'autre. Il a ajouté que ses sautes d'humeur dues à la cocaïne lui avaient causé beaucoup de graves problèmes et finiraient par l'envoyer à Folsom Prison. Il a admis, lorsqu'il a plus tard été accusé de racket, qu'il consommait et vendait des drogues, y compris de l'héroïne. Mais il a précisé que c'était ses affaires personnelles et que cela ne représentait pas le reste des Hells Angels. Cette distinction entre conduite personnelle et politique organisationnelle, Barger l'a maintenue de manière constante tout au long de sa vie. Il n'était pas les Hells Angels. Les Hells Angels n'étaient pas lui. L'organisation était plus grande que n'importe quel membre individuel, y compris son fondateur. Cette conviction était soit la stratégie juridique la plus sophistiquée de l'histoire criminelle, soit une véritable conviction philosophique. Peut-être les deux. En 1972, Sergio Winston Agüero, âgé de 29 ans, a été abattu et sa maison incendiée après avoir vendu de mauvaises drogues au groupe. Barger et 3 autres membres des Hells Angels ont été accusés du meurtre. Tous les 4 ont été acquittés en 1972. Pas d'arnaque sur la drogue était l'une des propres règles de Barger. Le meurtre d'Agüero était l'application de cette règle dans sa forme la plus extrême. Et l'acquittement a été le premier échec significatif du système judiciaire à tenir Barger responsable de ce que faisait l'organisation qu'il avait construite. Ce ne serait pas le dernier. Altamont. En 1969, les Hells Angels étaient le club de motards hors la loi le plus célèbre au monde. Le livre de Thompson était sorti depuis 2 ans. La contre-culture avait passé 4 ans à essayer de les revendiquer comme des esprits frères. Et le 6 décembre 1969, les Rolling Stones ont offert à Barger et à son organisation un moment qui allait les définir dans l'imaginaire public pendant les 50 années suivantes. Les Rolling Stones terminaient leur tournée américaine de 1969. Leur manager Sam Cutler a contacté les Hells Angels pour assurer la sécurité lors d'un concert gratuit à Altamont Speedway, à Livermore, California. Le paiement convenu était $500 de bière. Barger a plus tard déclaré que les Angels avaient été utilisés comme des pigeons, que les Stones avaient obtenu une force de sécurité pour le prix d'une note de bar, puis avait accusé les Angels quand tout avait mal tourné. Ce qui a mal tourné devant les caméras. Pendant la performance des Rolling Stones, Meredith Hunter, un homme noir de 18 ans, a poussé vers la scène. Un membre des Hells Angels l'a confronté. Hunter a sorti une arme. L'Angel l'a poignardé. Hunter a été poignardé plusieurs fois et est mort au sol devant la scène pendant que les Rolling Stones continuaient de jouer. Le meurtre a été filmé par l'équipe documentaire qui avait été engagée pour enregistrer le concert. Ces images sont apparues dans le documentaire Gimme Shelter en 1970 et ont été vues dans le monde entier. Quand les Rolling Stones ont envisagé d'annuler le reste de leur spectacle, Barger aurait sorti une arme contre le groupe. Il a plus tard nié ce détail précis, mais n'a jamais nié la réalité plus large de ce qui s'était passé à Altamont, ni le rôle des Angels dans cette affaire. Sa réponse publique par la suite a été, comme toujours, provocatrice. Il a directement accusé Mick Jagger d'avoir utilisé les Angels comme des pigeons. Il a affirmé que les problèmes avaient commencé lorsque la foule avait commencé à malmener les motos du club. Il ne s'est jamais excusé, ni auprès des Stones, ni auprès du public, ni auprès de la famille de Meredith Hunter. Le membre des Hells Angels qui avait poignardé Hunter a été acquitté au motif de la légitime défense. Altamont a fait à l'image publique des Hells Angels quelque chose qu'aucune opération des forces de l'ordre n'avait réussi à faire.
Cela les a rendus réellement effrayants pour des gens qui les avaient auparavant trouvés colorés ou romantiques. La contre-culture, qui avait passé 4 ans à essayer de revendiquer les Angels comme des compagnons de route, a désormais reculé devant ce qu'elle avait vu à l'écran. Le Summer of Love remontait à 3 ans. Altamont l'a enterré. Mais Barger comprenait quelque chose à propos des retombées d'Altamont que ses critiques ne comprenaient pas. La peur n'était pas la même chose que la destruction. Les Angels étaient plus célèbres après Altamont qu'ils ne l'avaient été avant. Le patch était plus reconnaissable. Le nom était plus puissant. Ce que le monde avait vu à Altamont n'était pas la fin des Hells Angels. C'était la preuve de ce dont ils étaient capables. Et dans le monde où Barger évoluait, cette preuve valait plus que n'importe quelle quantité de bonne presse. Mais le gouvernement avait aussi observé Altamont. Et ce qu'il avait vu l'a convaincu que l'approche consistant à harceler des membres individuels pour des crimes individuels ne suffirait pas. Il leur fallait une stratégie différente. Une stratégie capable de faire tomber toute l'organisation d'un seul coup. Le problème d'image est la solution. La réponse législative et policière à Altamont ne s'est pas matérialisée du jour au lendemain, mais la réponse culturelle a été immédiate. La presse, qui avait passé des années à traiter les Angels comme des hors-la-loi hauts en couleur, les traitait désormais comme une véritable menace. Les politiciens, qui les avaient tolérés comme un phénomène marginal, avaient maintenant des images d'un homme poignardé à mort lors d'un concert à montrer du doigt. Et Barger comprenait que l'organisation qu'il avait construite avait besoin d'une relation différente avec le public que celle qu'Altamont avait produite. Sa solution n'était pas de battre en retraite, c'était d'ajouter une couche. Il a commencé une campagne délibérée pour adoucir l'image publique des Hells Angels. Des balades caritatives, des collectes de jouets pour les enfants à Noël, des apparitions lors d'événements communautaires, une coopération sélective avec les forces de l'ordre quand le prix était juste. La contradiction entre ce que les Angels faisaient dans leurs opérations criminelles et ce qu'ils présentaient au public n'était pas accidentelle. Elle était stratégique. Barger comprenait qu'une organisation universellement crainte ne pouvait pas fonctionner aussi efficacement qu'une organisation crainte de manière sélective. La sympathie du public était une forme de protection. Un club qui donnait des jouets à des enfants malades était plus difficile à faire disparaître par la loi qu'un club qui n'avait rien à montrer au public, à part Altamont. Le travail caritatif existait aux côtés du trafic de drogue et de la violence parce que Barger le voulait ainsi. Les deux visages de l'organisation n'étaient pas en conflit. Ils étaient complémentaires. L'un générait des revenus, l'autre générait une protection. Mais la gestion de l'image avait ses limites. En 1973, Barger a été condamné pour trafic d'héroïne. Il a été condamné à la prison et a purgé sa peine à Folsom State Prison. Il a été libéré en 1977. Dans son autobiographie, il avait déjà reconnu ce qui l'y avait conduit. Il a écrit qu'il sniffait tellement de cocaïne qu'il ne savait pas ce qu'il faisait d'un moment à l'autre. Que ses sautes d'humeur dues à la cocaïne lui avaient causé de graves problèmes. Que la consommation de drogue qu'il avait supervisée comme une politique organisationnelle l'avait consumé personnellement aussi profondément qu'elle avait consumé les membres qu'il avait vus se détruire au cours de la décennie précédente. Mais voici ce que la condamnation pour héroïne n'a pas fait. Elle ne l'a pas retiré du pouvoir. Le club a continué à fonctionner pendant qu'il était à Folsom. La structure qu'il avait construite était assez solide pour fonctionner sans sa présence. Il a épousé sa deuxième femme Sharon Grulke pendant son incarcération. Il dirigeait l'organisation depuis l'intérieur d'une cellule de prison, d'une manière que la plupart des chefs criminels ne pouvaient gérer qu'avec une armée d'intermédiaires. Lorsqu'il a été libéré en 1977, il est revenu exactement au poste qu'il avait quitté. Rien n'avait changé, sauf que le gouvernement avait appris quelque chose d'important. Envoyer Sonny Barger en prison n'a pas arrêté les Hells Angels. C'est pourquoi, en 1979, le gouvernement américain a tenté une approche différente. Ils ont accusé Barger d'avoir violé le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act.
Le RICO avait été conçu spécifiquement pour poursuivre des organisations criminelles entières, plutôt que de poursuivre des membres individuels pour des crimes individuels. La théorie était que les Hells Angels n'étaient pas un club de motards qui comptait par hasard des membres criminels. Ils étaient une entreprise criminelle qui utilisait le club de motards comme couverture. Si les procureurs pouvaient prouver que Barger dirigeait l'organisation comme une entreprise criminelle, il pouvait être condamné non seulement pour ses propres crimes, mais aussi pour les crimes de chaque membre agissant au nom du club. En 1980, Barger a été acquitté des accusations de racket. L'approche RICO n'avait pas fonctionné, mais le gouvernement n'a pas cessé d'essayer. Et Barger comprenait que la prochaine tentative serait plus vaste et mieux coordonnée que tout ce qui l'avait précédé. Le club a établi un fonds obligatoire de défense juridique, alimenté par les cotisations des membres. Chaque Angel contribuait. Chaque chapitre maintenait une caisse de guerre pour les batailles juridiques que tout le monde savait imminentes. Ce que Barger avait construit était assez résilient pour survivre à l'emprisonnement de son fondateur. Il allait maintenant être testé pour savoir s'il était assez résilient pour survivre à une attaque fédérale coordonnée contre toute sa structure nationale en même temps. La prison et les guerres RICO. Les 2 années entre 1979 et 1981 ont été la période juridiquement la plus dangereuse que les Hells Angels aient affrontée, depuis que Barger avait unifié les chapitres de California à la fin des années 1950. L'acquittement RICO de 1980 avait stoppé une attaque fédérale. Mais le gouvernement avait appris de cet échec et construisait déjà le dossier suivant. Ce qui rendait la stratégie RICO si menaçante pour les Angels n'étaient pas les accusations précises qu'elle produisait. C'était la théorie qui se trouvait derrière. Si les procureurs pouvaient établir que la Hells Angels Motorcycle Corporation était une entreprise criminelle, alors chaque membre qui avait jamais agi au nom du club devenait potentiellement responsable des crimes de tous les autres membres. Le patch lui-même deviendrait une preuve de complot criminel. Le porteur serait une participation à une entreprise criminelle continue. La structure juridique que Barger avait bâtie en 1966 pour protéger la marque deviendrait la pièce principale de l'accusation. Barger a riposté par l'intermédiaire des avocats. Le fonds obligatoire de défense juridique du club signifiait que chaque accusation fédérale entraînait une réponse juridique coordonnée, au lieu de membres individuels se précipitant pour trouver une représentation. L'organisation que Barger avait construite fonctionnait comme une entreprise dans ses activités criminelles et comme une entreprise dans sa défense juridique. La même structure qui la rendait dangereuse la rendait défendable. Mais pendant que les batailles juridiques se déroulaient dans les tribunaux, les opérations criminelles s'étendaient à l'échelle mondiale. Le Canada avait été pénétré en 1977 par le patching over du club de motards Popeyes à Montréal. US Army. L'Australie avait des chapitres Hells Angels depuis la fin des années 1960. L'Europe était colonisée dans les années 1970 et 1980, chapitre par chapitre, en utilisant la même stratégie d'expansion sélective que Barger avait développée en Californie. Au début des années 1980, le patch qui avait été copié dans une boutique de trophées à Hayward en 1957 était porté dans plus de 30 pays. L'expansion mondiale a créé un réseau logistique que les forces de l'ordre avaient du mal à cartographier et encore plus à perturber. Le chapitre de Melbourne des Hells Angels a démontré exactement comment ce réseau fonctionnait. Sur une période de 2 ans commençant en 1980, le chapitre de Melbourne a expédié 300 litres de P2P, un précurseur chimique nécessaire à la fabrication d'amphétamine, vers les États-Unis. 2 bidons par envoi. Chaque envoi fournissait assez de P2P pour produire 50 millions de dollars d'amphétamine. Le chapitre de Melbourne ne recevait aucune part des profits. On leur disait que c'était leur contribution pour aider Barger et les autres dirigeants des Hells Angels à payer les frais juridiques de l'affaire RICO. Ce détail capture quelque chose d'essentiel sur ce que l'organisation était devenue sous la direction de Barger. Un chapitre d'outre-mer expédiait des quantités industrielles de précurseurs chimiques de drogue à travers l'océan Pacifique pour financer la défense juridique de la direction américaine.
Le club n'était pas une collection d'opérations criminelles individuelles vaguement affiliées sous un patch commun. C'était une organisation criminelle multinationale intégrée verticalement, avec un bras de défense juridique financé par des contributions de chapitres sur plusieurs continents. L'évaluation de Wikipédia est directe. Les Hells Angels sont devenus une organisation criminelle sophistiquée et structurée en grande partie grâce au leadership de Barger. Il a supervisé l'expansion du club à travers les États-Unis en établissant des chapitres dans de nouveaux territoires, souvent en absorbant des gangs de motards existants par patching over, dans le but de contrôler le trafic de drogue à l'échelle nationale. L'acquittement RICO avait acheté du temps. Les envois de Melbourne permettaient pas de payer les avocats, mais le gouvernement fédéral n'en avait pas fini. Et en novembre 1987, il est revenu avec une opération plus vaste, mieux coordonnée et plus précisément ciblée que tout ce qu'il avait tenté auparavant. Le complot à la bombe et la deuxième peine de prison. Le 10 novembre 1987, le FBI, l'ATF et la California State Police ont agi simultanément. Des raids ont frappé les chapitres des Hells Angels dans toute la Bay Area au même moment. 13 Angels ont été arrêtés, dont Barger. Plus de 100 armes ont été saisies. Plus d'1 million de dollars en espèces et en drogue. 3 laboratoires de méthamphétamine. Les raids étaient la conclusion d'une enquête sous couverture de 2 ans qui avait infiltré des agents fédéraux dans les opérations de l'organisation et documenté ce que le gouvernement était désormais prêt à défendre devant un tribunal public. Barger et 9 autres Angels ont été extradés vers Kentucky. Le procès s'est ouvert devant le tribunal fédéral de Louisville en juillet 1988. Les accusations portaient sur une conspiration visant à transporter des armes à feu et des explosifs à travers les frontières des États. Plus précisément, le gouvernement affirmait que Barger et les autres accusés avaient comploté pour bombarder des clubhouses des Outlaws MC dans le quartier de Portland, à Louisville, en représailles au meurtre d'un membre des Hells Angels, nommé John Cleve Webb. L'accusation soutenait que les Hells Angels étaient une organisation criminelle très organisée, régie par un code du silence, impliquée dans le trafic de drogue, les fusillades et les attentats à la bombe. L'ancien membre des Hells Angels, George Christie, a décrit la conversation qui a précédé le complot à la bombe, en des termes qui laissaient peu de place à l'ambiguïté. Tony a dit qu'il y aurait des dommages collatéraux. Sonny a dit « Je sais, mais ça en vaut la peine ». 5 Hells Angels, portant leur couleur complète, ont assisté au procès. Le chanteur country Johnny Paycheck, un ami personnel de Barger, était également présent. Le US Marshal Service assurait la sécurité et les procureurs adjoints affectés à l'affaire ont été nommés adjoints par les Marshals, ce qui leur permettait de porter des armes à l'intérieur du tribunal. Le gouvernement avait décidé que poursuivre Sonny Barger exigeait les mêmes dispositifs de sécurité que poursuivre un chef d'État. Le procès de 12 semaines s'est terminé par une condamnation. Barger a été condamné à la prison. Il a purgé 4 ans dans un établissement fédéral à Phoenix, Arizona, et a été libéré en 1992. Sa réaction au verdict, transmise à l'Associated Press, est devenue l'une des phrases les plus citées de sa vie. « Je pense que c'était un coup dévastateur pour le gouvernement, et je ne pourrais pas être plus heureux du verdict, sauf si j'avais moi-même été déclaré innocent. » Cette phrase n'était pas de la fanfaronnade pour les caméras, c'était une observation juridique précise. Barger avait été condamné pour l'accusation de conspiration, mais le gouvernement avait passé 2 ans et dépensé des millions de dollars à construire une affaire censée enfin démanteler l'organisation qu'il avait bâtie. La condamnation d'un homme sur une accusation n'était pas cela. L'organisation était toujours debout. Les chapitres fonctionnaient toujours. Le patch était toujours porté dans 30 pays. Le gouvernement avait envoyé Sonny Barger en prison à nouveau. Et à nouveau, il n'avait pas arrêté les Hells Angels. Mais 4 ans dans un établissement fédéral en Arizona, pendant que son organisation continuait à fonctionner sans lui, ce n'était pas rien. Quand Barger a été libéré en 1992, il avait 53 ans.
Il avait passé 13 années de sa vie en prison à travers plusieurs peines. Il avait survécu à une condamnation pour trafic d'héroïne, à un acquittement RICO et à une condamnation pour conspiration. Il avait été acquitté de meurtre. Il avait vu le gouvernement fédéral consacrer 2 années complètes d'enquête sous couverture à construire une affaire contre lui, pour en sortir avec moins que ce qu'il espérait. Et quelque chose d'autre s'était produit pendant qu'il purgeait ces 4 années. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les forces de l'ordre, les clubs rivaux ou les procureurs fédéraux. Quelque chose qui se passait à l'intérieur de son propre corps et qu'aucune stratégie juridique ne pouvait combattre. Cancer de la gorge et le combat pour rester en vie. En 1982, Sonny Barger a reçu un diagnostic de cancer de la gorge. Il avait fumé 3 paquets de cigarettes Camel par jour pendant 30 ans. Les médecins lui ont retiré les cordes vocales. Ils ont fait un trou dans sa gorge pour lui permettre de parler. Il a entièrement perdu sa voix pendant un temps et a dû réapprendre à communiquer à travers l'ouverture qu'ils avaient pratiquée. Quand sa voix est revenue, ce n'était plus la voix qu'il avait avant. C'était un murmure rauque, presque inaudible, qui sonnait comme du gravier passant dans un tuyau étroit. Rugueux, grave et impossible à confondre. Cette voix est devenue aussi reconnaissable que le patch à tête de mort. Il a temporairement confié le contrôle opérationnel à son second, Michael O'Farrell, pendant son traitement. Mais il est revenu. Il revenait toujours. L'homme qui avait survécu à une fracture du crâne lors d'une bagarre avec la police d'Oakland en 1958, à une accusation de tentative de meurtre en 1965, à une condamnation pour trafic d'héroïne en 1973, à une poursuite RICO en 1979 et à une condamnation fédérale pour conspiration en 1988, n'allait pas être arrêté par quelque chose qui poussait dans sa gorge. Il a traversé le traitement, il s'est adapté à sa nouvelle voix et il est revenu diriger l'organisation comme si cette interruption n'avait été qu'un léger contretemps. Le cancer de la gorge n'a pas été la dernière fois que son corps s'est retourné contre lui. En 2010, on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate. Sa prostate a été retirée. Il a ensuite été déclaré guéri du cancer. Il avait 71 ans et avait désormais survécu à 2 cancers distincts, à 13 années de prison et à plus de batailles juridiques que la plupart des avocats pénalistes n'envoient dans toute une carrière. Ce que sa femme Zorana a observé chez lui dans ces dernières années révélait quelque chose que le casier judiciaire, les condamnations pour conspiration et les dossiers de surveillance du FBI ne pouvaient pas montrer. Quand elle décrivait ce qui le poussait, elle ne pouvait pas vraiment l'expliquer. Il revenait de voyage et elle voulait s'allonger par terre et dormir, pendant que lui courait partout pour vérifier les chevaux et faire avancer les choses. Il se réveillait et restait actif toute la journée. Il aimait accomplir les choses. Quand il disait qu'il partait à 6 heures, cela voulait dire 6 heures. Il était toujours à l'heure et ne tolérait pas les retards chez les gens autour de lui. Le maximum leader de l'organisation de motards hors la loi, la plus puissante du monde, emballait lui-même ses commandes de livres et les apportait personnellement à la poste. Lui et Zorana géraient ensemble l'activité en ligne. Elle vérifiait les emails et imprimait les commandes. Il les emballait et les conduisait à la poste. Il signait chaque livre personnellement, peu importe la longueur de la file lors d'une séance de dédicace. Sa 4e femme disait qu'il signait le dernier livre même si tout le monde autour de lui l'encourageait à faire une pause. « Non, ça va, je continue à signer. » On lui a demandé un jour quelle était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Il a répondu « Je me suis réveillé ce matin. » Cette réponse n'était pas une performance. C'était la philosophie d'un homme à qui l'on avait donné des raisons de ne pas se réveiller plus souvent que la plupart des gens ne pourraient les compter. L'armée l'avait renvoyé. Les tribunaux l'avaient condamné. Le FBI l'avait perquisitionné. Le cancer lui avait pris sa voix. Et chaque matin, il se levait, avançait toute la journée et attendait de tous ceux qui l'entouraient qu'il fasse la même chose. Mais le corps qui avait survécu à tout arrivait au bout du temps qu'il lui restait. Dans ces dernières années, Barger le savait. Le cancer du foie qui allait le tuer progressait déjà.
Il avait quitté la direction en 1998. Il avait déménagé en Arizona. Il avait construit une vie tranquille autour des chevaux, des motos, de sa femme et des commandes par courrier depuis le site web. L'empire tournait toujours. Les chapitres fonctionnaient toujours. Le patch était toujours porté dans 66 pays. Il avait accompli ce qu'il s'était fixé. Le coût personnel. Le dossier public de la vie de Sonny Barger est un document juridique. Possession de marijuana en 1963. Possession de marijuana à nouveau en 1964. Agression avec une arme mortelle en 1965 et 1966. Accusation de tentative de meurtre qui s'est terminée par un jury sans verdict unanime et a été réduite à une agression avec une arme mortelle, avec 6 mois purgés. Condamnation pour trafic d'héroïne en 1973. Acquittement RICO en 1980. Condamnation fédérale pour conspiration en 1988. 59 mois dans une prison fédérale à Phoenix. Libéré en 1992. Condamnation pour agression aggravée en 2003. 8 jours purgés. 13 années au total dans différents établissements correctionnels, au cours d'une carrière qui a commencé quand il était adolescent et ne s'est terminée que lorsque son corps a lâché. Mais le coût personnel de ce que Barger avait construit ne se mesurait pas seulement en années purgées, il se mesurait aussi aux personnes les plus proches de lui et à ce qui leur est arrivé. Sa première femme était Elsie Mae George. Thompson la mentionne en train de gérer les communications dans leur maison d'Oakland pendant la période mouvementée de 1965 et 1966. Elle était une vraie présence dans la vie de Barger durant les années où il construisait l'organisation en quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Elsie est morte en 1967. Elle avait 29 ans. Elle est morte d'une embolie à la suite d'un avortement autoprovoqué. Barger avait 28 ans. Il avait passé la décennie précédente à construire un empire, et la femme qui avait été à ses côtés pendant les années les plus formatrices de cette construction avait disparu avant la fin de cette décennie. Il a épousé sa deuxième femme, Sharon Grulke, alors qu'il purgeait une peine à Folsom State Prison, après sa condamnation pour trafic d'héroïne en 1973. Ils sont restés ensemble pendant plus de 2 décennies. Ils se sont séparés en 1996. 3 ans plus tard, il a épousé Beth Noel Black. Ce mariage a pris fin en 2003 à la suite d'une dispute domestique qui a conduit Black à être hospitalisé. Barger a été condamné pour agression aggravée. Il a purgé 8 jours de prison. Sa 4e femme était Zorana. Il l'a épousée le 25 juin 2005. Elle le décrivait comme brutalement honnête, d'une manière que certaines personnes trouvaient difficile. Si vous pensiez vouloir entendre que vous étiez beau dans une tenue, alors que ce n'était probablement pas le cas, vous ne demandiez pas à Sonny, parce qu'il allait vous dire ce qu'il voyait vraiment, pas ce que vous vouliez entendre. Elle le décrivait comme gentil, comme un homme avec le plus grand cœur, comme quelqu'un qui s'arrêtait à moto pour des sans-abri au bord de la route et sortait de l'argent de sa poche pour leur en donner, tant qu'il ne fumait pas, parce qu'il savait ce que le tabac lui avait coûté et il n'allait soutenir l'habitude de cigarettes de personne d'autre. Elle disait que lorsqu'elle pensait à ce qui faisait de lui l'homme qu'il était, c'était simple. Il traitait les gens comme ils voulaient être traités. Il disait la vérité. Il était à l'heure et attendait que tous les autres le soient aussi. C'étaient ses propres mots sur sa propre philosophie de leadership. Les mêmes mots qu'il avait donnés dans l'interview. La même philosophie qu'il avait maintenue incontestée à la tête du club de motards hors la loi le plus puissant du monde pendant 4 décennies. Barger n'avait pas d'enfant biologique. Sa sœur Shirley Rogers l'a confirmé publiquement après sa mort. L'homme qui avait passé sa vie à construire une famille de milliers de personnes n'en avait aucune à lui. La fraternité dont il n'avait ressenti aucune trace dans son premier club de motards en 1956 était devenue une organisation de 6000 membres portant le patch dans 66 pays. Mais il n'y avait ni fils ni fille pour porter son nom. Seulement le patch, seulement la tête de mort, seulement l'organisation qui lui a survécu et a continué à fonctionner après sa disparition.
exactement comme il l'avait conçu. L'incident du bar de 1965 raconté dans sa propre autobiographie révèle quelque chose sur l'homme que le seul dossier judiciaire ne peut pas montrer. Il a forcé son pistolet dans la bouche d'un client de bar après que l'homme eut tenu des propos méprisants sur les Hells Angels. Il affirme que l'arme est partie par accident, mais il a écrit dans son autobiographie que, puisque l'homme avait déjà reçu une balle dans la tête, il l'a penché au-dessus de la table de billard et lui a tiré dessus à nouveau. Il a été accusé de tentative de meurtre. Le jury n'est pas parvenu à un verdict. L'accusation a été réduite. Il a purgé 6 mois. Il n'a jamais exprimé de regret pour quoi que ce soit. Pas l'incident du bar, pas Altamont, pas le complot à la bombe de Louisville, pas les années de prison. Il a déclaré à l'Associated Press, après sa condamnation pour conspiration, que c'était un coup dévastateur pour le gouvernement et qu'il ne pouvait pas être plus heureux du verdict, sauf s'il avait lui-même été déclaré innocent. Il allait en prison et il présentait cela comme une victoire partielle. Ce n'était pas de la fanfaronnade. C'était la véritable philosophie d'un homme qui avait décidé très tôt que le monde devrait faire bien plus que ça pour le briser. Il n'y est jamais parvenu. La légende est l'héritage. En 2000, Barger a publié son autobiographie. Il l'a intitulée Hells Angel, The Life and Times of Sonny Barger and the Hells Angels Motorcycle Club. Il l'a écrite avec Keith et Ken Zimmerman, et elle est devenue un best-seller. Il a fait une tournée au Royaume-Uni pour en faire la promotion. Le Home Office a envisagé de lui refuser l'entrée en raison de son casier judiciaire, avant de finalement l'autoriser à entrer. The Daily Telegraph l'a qualifié de légende. The Times l'a décrit comme affable, grand cœur, chaleureux. L'homme qui avait été perquisitionné par le FBI, condamné pour conspiration et avait purgé 13 années de prison, était présenté dans la presse britannique comme un dignitaire en visite. Il comprenait ce qu'était ce livre. C'était la dernière couche de la marque qu'il construisait depuis 1966. L'incorporation avait rendu l'organisation légale. La marque déposée avait protégé le nom. Les balades caritatives avaient adouci l'image publique. Et désormais, l'autobiographie inscrivait définitivement la propre version de l'histoire de Barger dans les archives. Pas la version du FBI, pas la version de l'ATF, pas la version qui apparaissait dans les documents judiciaires et les actes d'accusation criminelle. Sa version, celle où il n'était pas un chef d'organisation criminelle, mais un homme qui avait bâti une fraternité à partir de rien et l'avait défendu contre tout ce que le gouvernement pouvait lui lancer pendant 40 ans. De 2010 à 2012, il est apparu dans plusieurs épisodes de Sons of Anarchy, jouant le vieux motard Lenny the Pimp Janovitz. La série était le drama le plus regardé de la télévision câblée à son apogée. Barger y apparaissait comme lui-même, sauf par le nom. Un ancien respecté d'un monde que les scénaristes de la série avaient largement construit autour de la mythologie qu'il avait créée. Des millions de personnes qui n'avaient jamais entendu parler du chapitre d'Auckland, du procès de Louisville ou des envois de P2P depuis Melbourne, ont regardé Sons of Anarchy et ont découvert quelque chose qui trouvait son origine dans la vie, les décisions et la philosophie de Barger. Il continuait à rouler chaque jour en Arizona. Il continuait à emballer lui-même ses commandes de livres et à les apporter à la poste. Il continuait à signer chaque autographe à chaque séance de dédicace, peu importe le temps que cela prenait. L'empire tournait toujours. Les chapitres fonctionnaient toujours. Et l'homme qui avait construit tout cela vivait tranquillement avec sa femme et ses chevaux dans le désert de l'Arizona, faisant lui-même ses envois postaux. Le 29 juin 2022, Sonny Barger est mort d'un cancer du foie à Livermore, California. Il avait 83 ans. Son dernier message a été publié sur sa page Facebook après sa mort. Gardez la tête haute, restez loyaux, restez libres et accordez toujours de la valeur à l'honneur. Plus de 7000 personnes ont assisté à ses funérailles. Au moment de sa mort, les Hells Angels comptaient plus de 6000 membres dans 592 chapitres à travers 66 pays. Le plus grand club de motards hors la loi au monde. Une corporation déposée avec des avocats, des fonds de défense juridique
et une infrastructure criminelle mondiale que les forces de l'ordre sur 6 continents tentaient encore de démanteler 57 ans après qu'un garçon de 19 ans venu d'Auckland avait fait fabriquer des répliques de Patch dans une boutique de trophées à Hayward et fondé un chapitre d'un club dont il n'avait jamais entendu parler. Hunter S. Thompson l'a appelé le Maximum Leader en 1965. Thompson a passé une année à l'intérieur de l'organisation et en est ressorti avec un livre qui a rendu Barger célèbre dans le monde entier, ainsi qu'un passage à tabac qui a mis fin à son accès. Il comprenait Barger mieux que presque n'importe quel observateur extérieur. Et le Maximum Leader qu'il décrivait en 1965 était le même homme qui emballait ses propres commandes postales en Arizona en 2022. Le même homme qui s'arrêtait pour des sans-abri au bord de la route. Le même homme qui disait la vérité même quand les gens ne voulaient pas l'entendre. Le même homme qui était toujours à l'heure et attendait que tous les autres le soient aussi. Le garçon dont personne ne voulait avait construit quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Sonny Barger a construit la plus grande organisation de motards hors la loi de l'histoire à partir d'un patch copié et d'une boutique de trophées à Hayward. Le FBI a passé 5 décennies à essayer de la détruire et n'y est jamais parvenu. En Australie, un club a survécu à des raids similaires, à des lois, à des guerres avec ses propres anciens membres et à un gouvernement qui l'a déclaré organisation criminelle. Cliquez sur la prochaine vidéo pour voir comment cela se déroule.